Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Je suis Aïcha Sankara et je vais vous présenter le webinaire aujourd'hui qui a pour objet les alternatives d'emploi. Alors, est-ce que vous pouvez simplement me répondre dans le chat et me dire si vous m'entendez bien? Et à mon avis, vous ne me voyez pas bien parce que j'ai un gros contre-jour malheureusement. Donc, vous voyez une forme, voilà, je pense que vous me voyez un petit peu, mais pas trop. Alors, si vous pouvez juste me dire dans le chat si vous m'entendez correctement. Son et image OK. Christine Simoès, bonjour. Support plateforme, parfait. On a Duvois, Natacha de La Réunion, super. Bonjour. Très bien, tout est OK. Aurore Candio, merci. OK. Frédéric Rossi, bonjour. OK, vous êtes un peu sombre, oui. Alors, je vais couper la caméra parce que du coup, là, vous n'allez pas pouvoir me voir. Donc là, je suis sur Paris et il fait super beau. Mais du coup, ça fait un contre-jour. Donc, je vais couper la caméra pour pouvoir déjà vous faire la présentation dans de bonnes conditions. Voilà. Alors, hop. Alors, donc, bienvenue aux Semaines de l'évolution professionnelle. Donc, cet événement est organisé du 6 au 17 octobre 2025 et co-organisé par l'APEC et Avenir Actif en association avec les partenaires nationaux et régionaux. Alors, quelques règles et consignes pour ce webinaire. Donc, vous aurez la possibilité de poser vos questions via le chat. Et du coup, l'idée, c'est de vous y répondre en fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure de poser des questions et on y reviendra après. Alors, les semaines de l'évolution, donc, comme je vous l'ai dit, c'est du 6 au 17. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir accompagner les salariés privés, mais également indépendants, et de faire connaître finalement les services d'accompagnement correspondants. Donc, l'événement, il est 100% digital, gratuit, accessible à tous. Et vraiment, comme son nom l'indique, c'est vraiment de mettre au cœur de l'évolution professionnelle autour de 75 thématiques. Donc aujourd'hui, vous participez à ce webinaire, mais s'il y a des personnes autour de vous et vous pensez qu'elles peuvent être intéressées, n'hésitez pas à leur partager le lien des semaines de l'évolution professionnelle afin qu'elles puissent participer. Alors aujourd'hui, donc je me présente, Aïcha Sankara, chargée de mission partenariat CEP. Et du coup, mon département de référence, c'est dans le 77 et le 91. Mon collègue, malheureusement, ne pourra pas être là, donc je vais animer toute seule cette webinaire. Alors, c'est parti. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est « Je m'informe sur les formes alternatives d'activité et d'emploi ». Donc, dans un premier temps, on va voir quelles sont les opportunités pour créer son activité, voir un peu plus précisément le portage et la coopérative d'activité et d'emploi, comment créer son entreprise avec les formes juridiques SASU et EURL. Ensuite, on va voir quelles sont les opportunités de tester son activité avant de se lancer via les micro-entreprises et la couveuse. Et enfin, voir un petit peu le concept de temps partagé, comment ça fonctionne. Alors, une opportunité de créer son activité. Alors, découvrons le portage et la CAE. Alors, le portage salarial, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un modèle d'emploi tripartite en France qui va impliquer un travailleur indépendant, qu'on va appeler le porté, une entreprise cliente et une société dite de portage salarial. Et ça, ce modèle va permettre aux indépendants de bénéficier de la flexibilité du freelancing. Donc, le statut du salarié porté. Donc, la société de portage va gérer les démarches administratives, la facturation des clients et va vous verser un salaire avec bien évidemment une déduction des frais de gestion qui est généralement située entre 3 et 10% du chiffre d'affaires et des charges sociales. Le salarié porté va conserver tous les avantages du salariat,
tels que la sécurité sociale, les cotisations retraite et l'assurance chômage. Alors, découvrons la coopérative d'activité et d'emploi, dit CAE. Alors là, vous allez en fait avoir une animation et on va pouvoir suivre ensemble. Donc, je vous invite à prendre connaissance du module pédagogique. Alors, en effet, on voit que pour la CAE, il s'agit déjà de s'inscrire dans l'économie sociale et solidaire, qui ensuite vont pouvoir regrouper des coopératives auprès desquelles on va pouvoir retrouver les coopératives d'activité et d'emploi. Donc, on dénombre au moins 163 CAE en France pour un CA annuel de plus de 310 millions d'euros. Déjà, dans un premier temps, la coopérative d'activité a pour objectif le développement de l'activité économique des porteurs des projets. Et là, l'idée, c'est d'accompagner de manière personnalisée les personnes, les membres, dans la réalisation de leurs projets professionnels. Ça va passer par des formations et des bonnes guidances pour la gestion d'entreprise. Également, le cadre juridique, donc il va y avoir quand même une protection qui va être proposée aux porteurs, notamment fournir un numéro de TVA, un numéro de SIRET, et profiter et bénéficier de la protection du salarié. On parle ici d'entrepreneur salarié. Le salarié reste autonome dans son organisation de travail. Mutualisation. Donc les CAE vont s'occuper de la comptabilité, du versement des salaires, etc. Pour assurer le bon fonctionnement de la CAE, les membres doivent lui verser une redevance, une non-contribution. Et dans les coopératives d'activité et d'emploi, en fait, l'idée, c'est de pouvoir échanger et de partager, de ne pas laisser l'entrepreneur tout seul, mais de rencontrer via des ateliers, des groupes de travail. L'idée, c'est vraiment de mettre en commun toutes les compétences de toutes les personnes, faire en sorte que l'activité fonctionne. Enfin, la notion de coopérative, donc c'est vraiment un mode de gouvernance démocratique où un homme ou une femme égale une voix. Et les entrepreneurs salariés ont vocation à devenir associés de la coopérative et participer à la prise de décision. Alors en effet, le porteur de projet va débuter son activité en signant un contrat CAP, contrat d'appui au projet d'entreprise. Et ça va leur permettre de tester leur activité tout en bénéficiant de l'hébergement juridique et des services mutualisés de la CAE. Ensuite, lorsque l'activité de l'entrepreneur est devenue suffisamment développée, il va pouvoir devenir salarié en CDI de la CAE et à ce moment-là, pouvoir bénéficier du régime du salariat tout en restant autonome, c'est-à-dire avoir une couverture maladie, une assurance chômage, des comptes payés, etc. Sa rémunération, bien évidemment, dépendra du chiffre d'affaires réalisé. Enfin, l'entrepreneur salarié doit, dans un délai de 3 ans maximum, devenir associé de la coopérative et participer à sa gouvernance. S'il ne souhaite pas devenir associé, c'est possible, mais du coup, le contrat prendra fin.
Alors là, on est plus sur 11 500. Alors, effectivement, le revenu moyen des entrepreneurs salariés aujourd'hui est d'environ 1 381 € par mois. Également, il faut savoir qu'historiquement, dans les CAE, il y avait plusieurs domaines du service qui étaient représentés, plus particulièrement le BTP, la culture. Aujourd'hui, on retrouve des profils très variés en termes de catégories ou de qualifications professionnelles, des animateurs socioculturels ou périscolaires, des animateurs sportifs, des conseillers emploi, insertion, formation, des comptables, des jardiniers. Donc, certaines activités, cependant, ne peuvent pas être exercées en CAE, notamment pour les professions réglementées. Donc là, on a pu voir la coopérative d'activité et d'emploi. On va pouvoir maintenant découvrir la forme juridique de la SASU. Alors, on va aussi suivre le module pédagogique. Alors, du coup, il faut savoir qu'il y a près d'1 million d'entreprises qui ont été créées en 2021. Parmi ces entreprises, il y a 271 000 entreprises créées en 2021 toujours, qui sont des sociétés, qui ont leur nom propre et personnalité juridique. Ce sont des personnes dites morales. Là, ça sera plus du coup des SARL, ERL. Et en revanche, on voit que près de 3/4 des entreprises créées en 2021, eh bien, ce sont des entreprises individuelles, dont 75% qui sont sous le régime de la micro-entreprise. Et là, pour le coup, la personnalité juridique se confond avec celle du fondateur. Concernant les SARL, EURL, 30% des sociétés, ça représente 30% des sociétés. Et plus des 2/3 des sociétés créées sont des SAS ou des SASU. Alors en effet, le freelance est l'associé unique de la SASU. C'est lui qui en détient le capital divisé en actions. En tant qu'associé, il va pouvoir prendre des décisions stratégiques relatives à sa société et approuver les comptes annuels de sa société. Enfin, il peut décider de faire entrer d'autres personnes au capital de la société et dans ce cas, la SASU va devenir une SAS. Dans la grande majorité des cas, l'associé unique est également président de la SASU et donc il prend les décisions en vue d'administrer et développer son entreprise. Enfin, l'entrepreneur en SASU peut choisir de déléguer la présidence à une tierce personne tout en restant l'associé unique de sa société. Alors en effet, pour se lancer dans la création d'une SASU, ça va déjà passer par des statuts à écrire, à déposer. Les statuts vont définir l'identité de la société. Il faut donc bien choisir le nom, son objectif social ainsi que sa domiciliation. Le capital social va devoir être déterminé. En cas d'impayé, l'entrepreneur ne sera responsable que sur ses biens propres et à hauteur du capital social qu'il a choisi. Pour rassurer les créanciers et fournisseurs, il aurait toutefois intérêt à ne pas prévoir une somme trop basse. Un compte bancaire professionnel sera à ouvrir. Et enfin, un expert comptable à choisir pour la gestion, une bonne gestion de la société. Et l'expert comptable va pouvoir établir les comptes annuels, faire les versements fiscaux et sociaux.
Alors en effet, en tant que dirigeant, l'indépendant peut choisir de se rémunérer en salaire. C'est lui qui fixe le montant et cette rémunération servira de base de calcul aux cotisations sociales et aux droits sociaux. Alors en tant qu'associé, pardon, le freelance peut choisir s'il réalise des bénéfices de se verser des dividendes. Ces dividendes sont soumis à une taxe de 30%, mais n'entrent pas dans les revenus du ménage pour l'impôt du revenu. Du coup, dans certains cas, se verser des dividendes peut permettre à un freelance d'optimiser sa rémunération. Attention toutefois, les dividendes n'ouvrent aucun droit en matière de protection sociale. Alors, le président de la SASU a les mêmes droits que les salariés classiques en matière de maladie, invalidité décès, retraite, accident du travail et maladie professionnelle. En SASU, le montant des cotisations sociales est relativement élevé. L'indépendant devra s'acquitter des cotisations patronales et salariales, dont les montants sont quasiment équivalents à ceux des salariés classiques. Enfin, il faut savoir, et ça c'est important, que le président de la SASU ne cotise pas à l'assurance chômage. Donc son salaire ne pourra pas ouvrir des droits au chômage. Cependant, il peut, sous conditions restrictives et en cas de cessation totale d'activité, bénéficier d'une allocation forfaitaire versée par Pôle emploi. Maintenant, passons à l'EERL. Alors, toujours avec le module pédagogique. Alors, si on regarde les sociétés unipersonnelles qui se distinguent en entreprises individuelles, dites EI, ces dernières se confondent avec la personnalité juridique de leurs fondateurs. C'est notamment le cas des micro-entreprises, tandis que les sociétés unipersonnelles sont des entités juridiques autonomes, on parlera de personnes morales, et disposent de leur propre patrimoine. Alors, la particularité des sociétés unipersonnelles, c'est qu'elles sont détenues par un associé unique. Celui-ci peut également occuper la fonction de dirigeant. C'est le cas pour les freelances qui cumulent ces deux casquettes. Dans le cas de l'EURL, le dirigeant est appelé gérant. Enfin, sachez que parmi les sociétés unipersonnelles créées ces dernières années, les sociétés à responsabilité limitée, SARL ou EURL, restent en retrait face aux SAS ou SASU. Donc, on dénombre en 2021 67% de SASU SAS contre 30% de SARL EURL. Alors, c'est un statut évolutif. En EURL, comme en SASU, il est possible de recruter des salariés et de déléguer la gestion à un tiers. Il est également possible de faire entrer de nouveaux associés au capital. Dans ce cas-là, l'EURL va devenir une SARL. Le patrimoine personnel est protégé, donc l'entrepreneur n'est pas responsable personnellement de ses dettes, des dettes de la société, et en fait, ça sera uniquement à hauteur du capital qu'il a affecté au moment de la création. Et c'est pour cela qu'on parle de notion de responsabilité limitée. Les dépenses sont entièrement déductibles, donc le régime fiscal des EURL, tout comme les SASU, est dit au réel, donc ce qui signifie que les dépenses professionnelles sont déductibles du bénéfice imposable de la société. C'est particulièrement avantageux pour des activités qui impliquent des investissements, des dépenses, stock de marchandises, véhicules, bail commercial, etc. Enfin, quasiment toutes les activités peuvent être exercées en société unipersonnelle.
Alors, en effet, dès lors, la création de l'EURL, ça va passer par plusieurs étapes obligatoires. Le dépôt à la banque du capital social, la rédaction et les dépôts des statuts, et les statuts qui vont définir l'identité de la société, ainsi que certaines règles de gouvernance et de gestion. La nécessité également d'avoir une gestion comptable de l'URL, donc c'est quand même assez complexe et nécessitera toujours d'avoir recours à un expert comptable qui va se charger d'établir le bilan, le compte de résultat et d'opérer les versements obligatoires à l'URSSAF, au fisc, etc. Enfin, pour cesser son activité, il faut savoir que l'URL doit faire l'objet d'une procédure de dissolution et de liquidation. Alors, en effet, la plupart des indépendants en EURL, ils sont affiliés à la Sécurité sociale des indépendants, SSI. Donc, il faut savoir qu'une partie d'entre eux sont rattachés pour leur retraite et leur prévoyance à la Caisse des professions libérales, la CNAV ou la CIPAV, et cela peut concerner certaines activités libérales comme profession médicale, paramédicale, profession juridique, architecte, guide conférencier. Les cotisations sociales sont versées par les TNS, donc les travailleurs non salariés, et celles versées par les salariés classiques sont plus faibles que celles versées par les salariés classiques ou assimilés. Donc cela fait partie des avantages de ce statut. Alors, comme dit dans la slide d'avant, certes, vous cotisez moins, mais du coup, la protection sociale, elle n'est pas aussi couvrante que la précédente. Donc, dès lors que vous êtes gérant de ERL, vous êtes couvert en cas de maladie, maternité, d'arrêt de travail et d'invalidité. Et jusqu'à présent, les indépendants affiliés à la CNAV ne touchaient pas d'indemnité en cas d'arrêt, mais ils sont couverts depuis juillet 2021. Les freelances en EURL, quant à eux, cotisent pour la retraite. Toutefois, la pension sera moins élevée que les salariés qui sont affiliés CNAV ou CIPAV. Les indépendants en EURL n'ont pas le droit à l'assurance chômage. Si la société fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ils peuvent, dans certains cas bien précis, percevoir une allocation forfaitaire versée par Pôle emploi, par France Travail, pardon. Et enfin, ce qu'il faut savoir et ce qui est très important, l'URL n'ouvre pas de protection sociale en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Donc, le freelance devra prendre une assurance personnelle volontaire s'il souhaite être couvert pour ce risque. Donc, c'est vrai que les métiers à risque, il faudra effectivement avoir cette couverture complémentaire. Alors, découvrons aujourd'hui quelles sont les opportunités pour tester votre activité avant de vous lancer, notamment via la micro-entreprise et la couveuse. Alors, la micro-entreprise, un régime simplifié accessible au plus grand nombre. Donc, les micro-entrepreneurs, eux, vont bénéficier de formalités simplifiées lors de la création de leur entreprise. Donc, c'est vraiment la possibilité de bénéficier d'obligations comptables allégées, pas de bilan, pas de compte de résultat, et une franchise de TVA en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Donc, rattachés au régime social des travailleurs non salariés, les micro-entrepreneurs ne sont pas couverts pour les risques des accidents de travail et maladies professionnelles. Donc ça, c'est quand même important. Les micro-entrepreneurs ne cotisent pas au chômage et donc ne bénéficient pas d'allocation au retour à l'emploi. Enfin, le paiement des cotisations sociales
se fait sur la base d'un forfait appliqué au chiffre d'affaires. Suivons le module. Alors, en effet, la forme juridique déterminée, donc le micro-entrepreneur doit exercer son activité en créant une entreprise individuelle, dite EI, ou une EURL, en optant pour le régime de l'impôt sur le revenu. L'entreprise individuelle est la forme la plus courante. Alors, le chiffre d'affaires aussi qui est plafonné, donc le micro-entrepreneur ne peut pas dépasser un certain seuil de chiffre d'affaires annuel. Celui-ci va dépendre de la nature de l'activité exercée. Donc, les chiffres indiqués sont en 2023, mais sont toujours valables en 2025. Donc, on est sur 188 700 € par an pour les activités de vente de biens. Et pour tout ce qui va concerner les activités de services et activités libérales, on sera sur un seuil de 77 700 €. Alors, sachez qu'il va pouvoir y avoir un bénéfice d'un abattement forfaitaire sur le chiffre d'affaires. Pas besoin de bilan ni de compte de résultat. Donc, les micro-entrepreneurs ne facturent pas de TVA, donc ils ne la connectent pas, et en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Enfin, vont bénéficier d'un taux de cotisation forfaitaire où le micro-entrepreneur va s'acquitter de cotisations sociales sur la base d'un forfait appliqué au chiffre d'affaires. Donc, pas de cotisation à verser en l'absence de CA. Alors, en effet, donc rattachés au régime social des travailleurs non salariés, les micro-entrepreneurs ne sont pas couverts pour les risques des accidents de travail et maladies professionnelles. Également, les micro-entrepreneurs ne cotisent pas au chômage, donc pas de possibilité d'avoir une allocation chômage en cas de fin d'activité. Alors, en effet, à partir de 2009, c'est l'entrée en vigueur du statut d'auto-entrepreneur. Donc, dès la création de ce statut, la création d'entreprise bondit. Et c'est passé de 327 000 en 2008 à 590 000 en 2009. Donc là, c'est une vraie accélération. En 2016, les auto-entrepreneurs deviennent micro-entrepreneurs. En 2018, le doublement du plafond du chiffre d'affaires a été mis en place pour bénéficier du régime. Donc, on constate qu'en 10 ans, le nombre de micro-entreprises a explosé. En 2021, elles représentaient 65% de l'ensemble des créations d'entreprises, au moins au total. Et on dénombre plus de 2,2 millions de structures. Alors, cette analyse est assez intéressante.
puisqu'on voit que le BTP est le plus représenté, donc c'est 11,6% des effectifs, et qui génère 17,6% du CA total engrangé par les micro-entreprises. Donc on voit que c'est quand même intéressant, puisque c'est là où le CA est le plus important. Par la suite, on va voir les métiers de l'industrie. Là, ça représente 4,5% du CA des micro-entreprises. Et du coup, en termes d'effectifs, ils sont beaucoup moins nombreux. Ensuite, on va avoir un secteur d'activité du conseil qui représente 6,5% du CA en total. Et enfin, et celui qui est le plus connu, les taxis, VTC, les livreurs de repas, qui occupent médiatiquement un espace important, à tel point qu'ils représentent pour beaucoup de monde l'image du micro-entrepreneur, mais en réalité, si leur nombre a fortement augmenté sur ces dernières années, on se rend compte qu'ils représentent moins de 2% du CA. Donc, c'est vrai que c'est représentatif, mais au final, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus rémunérateur. Alors, en effet, les rémunérations sont fluctuantes. Les micro-entreprises sont nombreuses, mais pas toujours actives. À fin 2022, environ 52% des micro-entrepreneurs ont déclaré un chiffre d'affaires moyen de 1 635 €, donc plus de la moitié. Et les rémunérations sont fluctuantes également. Donc les entrepreneurs, donc près de 4 micro-entrepreneurs sur 10 ont également une activité salariée. Donc ils travaillent une activité salariée du lundi au vendredi et peut-être en activité micro-entrepreneur le week-end. Donc le statut est quand même bien adapté à ce qu'on dit les slasheurs. Donc ces professionnels qui cumulent plusieurs statuts et activités. Enfin, la situation est parfois ambiguë, parce que la facilité avec laquelle chacun peut créer une micro-entreprise peut engendrer des risques de salariat déguisé. Donc ça, c'est vraiment la principale critique adressée vis-à-vis de ce régime. Certains micro-entrepreneurs sont économiquement dépendants de leurs donneurs d'ordre, qui, dans certains cas, vont leur imposer des conditions de travail, de rémunération et d'horaire. Et c'est pour ça que ces types de contrats commerciaux ont pu parfois être requalifiés en contrats de travail par les tribunaux, par exemple les chauffeurs Uber. Alors, parlons de la couveuse d'entreprise, qui est une solution qui est conçue pour tester son activité. Donc, la couveuse, c'est une structure qui va accompagner les candidats à la création ou à la reprise d'entreprise. Et la couveuse, c'est une solution temporaire qui va permettre de tester la viabilité de son activité avant de choisir la forme juridique qui permettra de l'exercer. Donc, il y a vraiment un cycle qui est couveuse, incubateur, puis pépinière. Et le ou la couvée, au travers d'un contrat CAP, donc dit contrat d'appui au projet d'entreprise, va bénéficier d'un accompagnement et des moyens nécessaires jusqu'à la concrétisation de son projet. L'accompagnement peut durer jusqu'à 3 ans. Et c'est vraiment une solution adaptée pour les personnes qui, en amont de leur projet, souhaitent vraiment tester la viabilité de celui-ci. Et voici le dernier module. Alors, en effet, donc, le point de départ, c'est vraiment la porte d'entrée donc pour la couveuse. Donc, les structures vont permettre aux couvées, appelés entrepreneurs à l'essai, de tester grandeur nature leur projet avant de créer la société. Ensuite, la deuxième étape, c'est vraiment passer par un incubateur qui est vraiment
vont pouvoir accompagner les entreprises nouvellement créées dans la phase de lancement. Enfin, la pépinière, qui est vraiment la troisième étape, qui va pouvoir héberger physiquement les entreprises en phase de développement. Une fois stabilisées, les entreprises sortent de la pépinière pour s'installer dans leurs propres locaux. Alors en effet, donc le couvé va bénéficier de rendez-vous réguliers avec son conseiller qui fera le point sur son projet. Et également, la couveuse va pouvoir proposer un programme de formation spécifique en lien avec la création, la gestion et le développement commercial d'une entreprise. Donc, il y a aussi la possibilité d'avoir un hébergement juridique qui va permettre à l'entrepreneur à l'essai de tester son activité sans avoir à créer au préalable une structure. Et du coup, pourra établir des devis, facturer ses services et encaisser. Donc, peut également se verser une rémunération s'il dégage des bénéfices. La couveuse va décharger les entrepreneurs à l'essai de tout suivi comptable de leur activité. Collecte de TVA, traitement des dépenses, versement des cotisations. C'est pris en charge par la couveuse. Et la couveuse va également pouvoir mettre à disposition des moyens matériels ou immatériels, de l'espace de coworking, des salles de réunion, des logiciels, des avances de trésorerie. Et enfin, en échange de ce service d'accompagnement, il y aura une contribution qui sera demandée de l'ordre de 5 à 10% du chiffre d'affaires réalisé par l'entrepreneur à l'essai. Alors, les couveuses entreprises sont en règle générale des associations. Et la plupart, elles sont généralistes, mais il y en a quelques-unes qui sont spécialisées dans certains domaines d'activité. Il y a plus de 5500 entrepreneurs à l'essai qui sont accompagnés chaque année par des couveuses. Et les couveuses entreprises sont réparties dans 220 lieux d'accueil dans toute la France. L'accompagnement dure en moyenne un peu plus d'1 an, 13 mois. Et enfin, 60% des couvées créent leur structure à l'issue de l'accompagnement. Alors en effet, le CAP, c'est un contrat passé entre une personne qui souhaite créer ou reprendre une entreprise et une structure qui propose un programme de préparation à l'entrepreneuriat comme les couveuses. Il est signé pour 12 mois maximum et peut être renouvelable 2 fois jusqu'à 36 mois en tout. Le contrat de CAP va préciser notamment donc, un programme de préparation à la création d'entreprise, valider les engagements des deux parties et les moyens mis à disposition de la structure accompagnatrice. Enfin, le porteur du projet va pouvoir signer un CAP s'il est demandeur d'emploi, salarié à temps partiel, étudiant ou retraité. Les salariés à temps plein ne seront pas éligibles. Alors, 70% des projets concernent des activités de service aux particuliers, des services aux entreprises ou aux particuliers. 60% des couvées sont des femmes. 33% des entrepreneurs à l'essai ont un niveau bac ou inférieur au bac. Enfin, 86% des couvées sont inscrits comme demandeurs d'emploi. Alors, là, on va plutôt parler du temps partagé avec le groupement d'employeurs et l'entreprise de travail à temps partagé, ETTP.
Alors, le groupement d'employeurs, donc dit GE, et l'entreprise de travail à temps partagé. Donc, il s'agit de 2 dispositifs qui vont permettre à plusieurs entreprises d'un même bassin d'emploi de répondre à des besoins de compétences non satisfaits, faute de moyens ou du fait de leur taille. Donc, le groupement d'employeurs, c'est plutôt une forme juridique, une association loi 1901 entre plusieurs entreprises pour mutualiser les compétences. L'entreprise de travail à temps partagé, quant à elle, est une entreprise privée à but lucratif qui fait de la mise à disposition à titre exclusif. Donc la GE et l'ETTP embauchent un ou une salariée et vont pouvoir la mettre à disposition des adhérents s'il s'agit de GE ou en mission s'il s'agit chez ses clients, s'il s'agit d'une ETTP. Ils vont pouvoir créer de l'emploi stable là où le besoin des entreprises, particulièrement les TPE et les PME, ne permettent pas de recourir à du temps plein. Ils peuvent également proposer un accompagnement en matière de gestion des compétences, de formation professionnelle aux entreprises adhérentes ou aux utilisatrices afin de les aider dans leur gestion RH et administrative et rester ainsi au cœur du métier. Alors, un temps partagé entre plusieurs entreprises. Donc, le salarié en contrat avec le GE ou les TTP travaille généralement à temps partagé, c'est-à-dire qu'il partage son temps de travail entre plusieurs entreprises du GE sur une même semaine ou en fonction de la saisonnalité des activités. L'embauche par le GE ou le TTP permet ainsi aux salariés de disposer d'un seul employeur, tout en travaillant parfois dans plusieurs secteurs d'activité. Cette pluralité sectorielle va permettre une plus grande diversité des missions, favoriser l'acquisition de nouvelles compétences et renforcer l'employabilité des salariés du GE ou de l'ETTP. Alors, donc, si vous aviez des questions, j'espère que vous avez pu les mettre dans le chat. N'hésitez pas à le mettre dans le chat et on va pouvoir y répondre. Alors, juste faire un focus sur le service de mon conseil en évolution professionnelle. Donc, le conseil en évolution professionnelle, bien, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est vraiment la possibilité, c'est un dispositif, un service public qui est destiné à tous les salariés, aux indépendants, salariés du privé et aux indépendants pour faire le point sur leur situation professionnelle. Et donc, il s'agit d'un service qui est totalement gratuit, qui est confidentiel, neutre, avec des agences qui seront toujours à proximité et personnalisées. Alors, qui sont les personnes qui vont pouvoir bénéficier du conseil en évolution professionnelle ? Eh bien, selon votre typologie, vous allez pouvoir aller vers différents acteurs selon votre situation. Si vous êtes salarié, quelle que soit votre classification socio-professionnelle, donc ouvrier, employé, cadre, vous allez totalement pouvoir faire appel à Avenir Actif. Et donc, si vous êtes indépendant, également, vous allez pouvoir faire appel à une agence d'Avenir Actif, donc mandatée par France Compétences, pour aller rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. Si vous êtes cadre, vous pouvez également aller à l'APEC, mais vous pouvez également faire appel à Avenir Actif. Avenir Actif a la possibilité d'accueillir tout type de personnes. Si vous êtes demandeur d'emploi, il faudra vous référer à France Travail, qui va pouvoir vous accompagner dans votre projet. Si vous avez moins de 26 ans, vous allez pouvoir faire appel à la mission locale, mais vous pourrez également faire appel à Avenir Actif. Enfin, si vous êtes en situation de handicap, Cap Emploi est le référent, mais vous pouvez, si vous le souhaitez également, faire appel à Avenir Actif. Donc, pour chaque typologie de personnes, il y a un contact privilégié. Et véritablement, quel est l'objectif du conseil en évolution professionnelle ? Vraiment, ça va être l'opportunité de pouvoir prendre du recul sur votre situation professionnelle et travailler un projet, vraiment de manière argumentée. Et le fait est que le CEP va pouvoir vous donner toutes les informations dont vous allez avoir besoin pour construire, consolider et valider votre projet. L'idée, c'est de vous outiller. Et par rapport à ça, donc, vous informer des opportunités qui existent, donc, si vous souhaitez changer de poste,
Si vous souhaitez évoluer au sein de votre entreprise, trouver la meilleure stratégie. Si vous souhaitez vous former, identifier les formations, mais également l'organisme de formation qui est le plus pertinent pour votre besoin. Identifier et valoriser vos compétences ainsi que votre expérience. Si vous souhaitez complètement changer de métier ou de secteur, devenir entrepreneur, on peut également vous accompagner là-dessus. Si vous souhaitez trouver un nouvel emploi, vous outiller, vous donner toutes les techniques, les stratégies de recherche d'emploi et comment mettre à jour votre CV pour que celui-ci soit efficace ou mieux dialoguer avec son employeur. Donc, il y a toute une palette et toute une typologie d'actions que vous allez pouvoir faire avec votre conseiller en évolution professionnelle. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre en main votre parcours professionnel. Et donc, comment cela se déroule ? Bien, dans un premier temps, il y a déjà un premier rendez-vous avec un conseiller qui va durer entre 1 heure, 1 heure et demie. Et l'idée, ça va être d'identifier avec vous vos besoins et définir vos objectifs. Le conseiller, l'accompagnement est toujours adapté à la demande et à vos besoins. Et l'idée, c'est aussi d'avoir des informations qui seront personnalisées et utiles à votre projet. Et par la suite, l'idée, c'est en fait de faire un accompagnement sur mesure, à votre rythme, pour mener des démarches en autonomie, mais également accompagnées par nous, pour justement aboutir à votre projet. Et selon vos sollicitations, vous pouvez, selon votre projet, contacter un CEP aujourd'hui, aller sur un premier projet, revenir dans plusieurs années, revenir sur un autre projet. On est vraiment dans une logique de tout au long de la vie. Mais également, vous pouvez contacter un CEP pour un appui ponctuel, donc un accompagnement un peu plus court, mais l'idée, c'est vraiment de répondre à vos questions. Et en pratique, les rendez-vous sont toujours faits de manière individuelle avec un conseiller, sur site ou à distance, donc visio ou téléphone. C'est vous qui choisissez la modalité. On a la possibilité de vous faire participer à des ateliers collectifs, si vous le souhaitez, pour justement avoir une meilleure dynamique entre personnes. Vous allez aussi pouvoir bénéficier de ressources en ligne pour avancer à votre rythme, vous aider à mettre en place des immersions professionnelles pour mieux valider votre projet. Donc, on a vraiment tous les outils et tous les dispositifs qui pourront vous être proposés afin que vous puissiez aller jusqu'au bout de votre démarche. Donc, comment faire pour prendre rendez-vous ? Tout simplement, aller sur le site de moncep.org, remplir les données, donc situation professionnelle prédominante, si vous êtes salarié, si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes en situation de handicap, mettre votre localisation. Et ensuite, grâce à cet outil de recherche, on va pouvoir vous proposer l'agence la plus proche de chez vous ou de votre lieu de travail. Et voilà. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et on va pouvoir passer aux questions. Alors, j'y arrive. Voilà. Hop. Alors, je vais remettre ma caméra. J'espère que vous pourrez voir. Alors, je vais aller dans le module. Ouh, vous en avez des questions. Alors, OK. Alors, je remonte. OK. Alors, coucou du Futuroscope. Ah ben, on a du monde, du Havre, de la Réunion. Alors, auriez-vous une synthèse des... Alors, oh, je suis revenue. Alors, désolée, je reviens. OK. Alors, désolée, a priori, il y a eu un souci de son à un moment donné. Alors, je remonte.
On n'entendait pas le son du PPT. Ah, mince. Ok. D'accord, alors je suis désolée, a priori, vous n'avez pas pu entendre ce que je disais. Donc, je réponds aux questions et je vais les faire au fur et à mesure. Alors, Gisèle me dit, j'ai noté ceci pour les intérimaires. Pardon, Laetitia Roche, oui, effectivement, il y aura des replays disponibles à la fin de la semaine, des semaines de l'évolution professionnelle. Donc, vous allez pouvoir effectivement regarder de nouveau le replay. Alors, voilà. Tac. Alors, montez-vous le son. Ouais, je suis désolée, il y avait vraiment eu un souci. Alors, ok. Ok. La présentation PowerPoint sera-t-elle envoyée aux participants par email? Non, mais elle sera visible via les replays. Mais pas le son lié au slide. Ok. À chaque changement, d'accord, ok. Alors, 1 380 € brut ou net? Alors, c'est toujours du brut, Madame Ntida. Alors, on aura le replay du webinaire, effectivement, après le 17. Pas sûr qu'il y ait du son. Ok, effectivement, on va voir ça. Ok. Alors, Kim Reed, quelles sont les professions réglementées? Il s'agit en fait de professions libérales telles que dans le médical, les avocats, les architectes. Voilà. Et oui, je ne voyais pas le chat. Est asthmatique à chaque changement de dispo. Eh oui, Gisèle. Et merci pour le lien Geniali. Ok. D'accord. Ok, de suivre. Oui. Désolée, Madame Schmitz. Alors, je me remercie qu'il ira, cela me paraît un peu dommage de prévoir pour lire les slides. Moi, ensuite de webinaire servira à commenter, cela pour nous aider. Ok. D'accord, c'est noté, Gianni. Ok. Donc, mettre un tableau récapitulatif des différentes conditions en fonction des statuts. Très bien, c'est noté. Ok. Sophie Schmidt, vous attendiez à mieux, mais je comprends. Je comprends et je ferai remonter l'information. Ok. Merci Muriel Bonhomme d'avoir remis le lien. Alors, Gisèle, donc je suis en micro et je m'en sors très bien. Ok, je suis moins malade bizarrement. Donc, Gisèle qui partage également un simulateur URSAF. Très bien. Ok. Faut jongler. Je suis en micro-entreprise et demandeur d'emploi depuis licenciement pour inaptitude. Ok. Alors, il n'y a pas vraiment de questions, mais je vais regarder. Donc, merci à Gisèle qui a pu mettre pas mal de liens. Ok. Donc, sur la couveuse, merci. Ok, merci Muriel. À votre dispo sur LinkedIn, la micro-entreprise est une aubaine. Voilà. Ok. Auriez-vous une synthèse des plus ou moins pour chaque statut? Ok. Donc ça, effectivement, on va pouvoir remettre. Où peut-on trouver des GE et des ETTP dans sa région? Donc là, effectivement, dans ces cas-là, vous allez sur auprès de vos CCI qui vont pouvoir, donc Chambre de commerce et d'industrie, qui vont pouvoir vous renseigner sur le sujet.
Quelle est la différence entre une ETTP et une agence d'intérim? Donc, Sabine Lacourcelle. Donc, une ETTP, ça va vraiment répondre à un besoin spécifique pour des TPE-PME. Le prix est beaucoup plus avantageux parce que du coup, ça répond à des besoins ponctuels et il n'y a pas autant, du coup, ça ne sera pas aussi coûteux qu'une agence d'intérim. Mais effectivement, ça peut être affilié. Alors, Jams et Kate, le salarié a-t-il disparu? Pour les GE et ETTP, existe-t-il une base de métiers possibles les plus recherchés? Alors, ça, je vais regarder et je ferai un retour effectivement par rapport à ça. Sandra Baudet, effectivement, envoyé un lien. Merci, Sandra. Et Gisèle, merci, très prolixe. Merci beaucoup. Alors, Laetitia Roche, dans les conférences, il y a beaucoup de liens sympas dans les chats. Seront-ils disponibles dans le replay? Écoutez, je vais faire en sorte que ce soit le cas, puisque malheureusement, vous n'avez pas pu entendre le vocal quand j'ai pu le faire. Ok. Muriel Bonhomme, bah, écoutez, j'avais fait le test effectivement pour le son. Donc vous dites, j'ai pas si l'option existe, mais j'avais fait effectivement le test et ça passait. Donc désolé. Annie Ricard, oui, effectivement, c'est assez dense. Je suis d'accord. Mais effectivement, le cas est d'expliciter toutes les typologies de lancement d'entreprise. Mais merci. Merci d'avoir fait l'exercice toute seule, c'est pas facile. Oui, en fait, on a eu des soucis techniques qui font que j'ai dû le faire toute seule, mais vous inquiétez pas, le point est adressé. Mais merci beaucoup, Hélène. Ok. Oui. Alors, les liens, le son, Annie Ricard, le son fonctionnait. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup. Désolée pour du coup le fait que le son ne fonctionnait pas. Je vais revoir avec le service technique. Mais en tout cas, merci pour votre participation. Et un gros merci tout particulièrement à Gisèle Guisme qui a mis toutes ces références et ces liens et qui a pu mettre les liens Ginette. Donc, j'apprécie énormément. Donc, merci beaucoup. Et j'ai bien noté que vous étiez disponible sur LinkedIn, donc je ne manquerai pas de vous contacter. Et oui, alors effectivement, ça sera en replay, mais en effet, si le son ne revient pas, là, du coup, il y aura un autre replay qui sera mis en place. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Faustine. Merci, Anne. Merci, Christine. C'est vraiment gentil. Merci encore une fois beaucoup, Gisèle, pour votre soutien. Et écoutez, il reste 2 petites minutes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, je reviendrai vers vous sur une autre thématique et avec cette fois le son qui va fonctionner. Sachez que c'est la seule présentation avec du son. Les autres, normalement, il y a quand même plus de contenu. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.